Il y a des histoires qui te mentent sur ce qu'elles sont. L'attaque des Titans t'a été vendue comme une histoire de monstres. Des géants mangeurs d'hommes, des murs, et l'humanité qui survit derrière. Et pendant des années, c'est exactement ce que tu as regardé. Sauf que cette histoire va changer de nature sous tes yeux. 3 fois. Ce qui commence comme un survival horror va devenir une enquête, puis une tragédie géopolitique, puis quelque chose qu'aucune série grand public n'avait jamais osé faire. Et le monstre final, celui que toute l'histoire construisait depuis le premier épisode, ce ne sera pas un titan. Installe-toi bien parce qu'on va tout te raconter. Du jour où le mur est tombé jusqu'au dernier plan du dernier épisode, la vraie fin, celle qui déchire encore le fandom aujourd'hui. On ouvre la boîte. Commençons par le monde, tel qu'on nous le présente. L'humanité a été dévorée. Il y a un peu plus de 100 ans, des créatures sont apparues, les Titans. Des géants humanoïdes de 3 à 15 mètres, sans intelligence, sans organes reproducteurs, sans besoin de manger pour survivre, mais avec une obsession unique et inexplicable, dévorer les humains. Pas pour se nourrir, juste pour dévorer. Les survivants de l'humanité se sont réfugiés derrière 3 murs concentriques de 50 mètres de haut. Le mur Maria à l'extérieur, le mur Rose au milieu, le mur Sina au centre, autour de la capitale et du roi. 3 cercles, comme les couches d'un oignon, avec les pauvres dehors et les riches dedans. Depuis 100 ans, les murs tiennent. Depuis 100 ans, plus aucun titan n'est entré. L'humanité vit dans sa cage, et une bonne partie d'elle a fini par trouver la cage confortable. Pas tout le monde. Dans le district de Shiganshina, une excroissance du mur Maria plein sud, vit un gamin de 10 ans qui trouve la cage insupportable. Eren Yeager. Fils du docteur Grisha Yeager, médecin respecté, et de Carla, mère aimante et inquiète. Eren a les yeux tournés vers un seul horizon, dehors. Son meilleur ami, Armin Arlert, un petit blond fragile que tout le monde tabasse, partage le même rêve en secret, alimenté par un livre interdit sur le monde extérieur, les mers de flammes, les étendues de glace, et surtout l'océan, cette masse d'eau salée si vaste qu'aucun marchand ne pourrait l'épuiser. Et il y a Mikasa Ackerman, la 3e du trio, recueillie par la famille Yeager après un fait divers atroce, et la série prend le temps de te montrer la scène, parce qu'elle fabrique le personnage entier. Une cabane isolée, des parents aimants, une petite fille de 9 ans et 3 hommes qui frappent à la porte. Des trafiquants venus voler la mère et la fille, du sang oriental, rare dans les murs, ça se vend cher. Le père poignardé sur le seuil, la mère égorgée en protégeant sa fille, et Mikasa emportée, catatonique, dans une cabane de repli. C'est là qu'un gamin de 9 ans envoyé chercher le docteur arrive avant les soldats. Eren, qui a menti à son propre père, pisté les ravisseurs, et qui exécute 2 adultes armés avec une ruse et une sauvagerie qui devraient alerter dès l'épisode 6 sur qui il est vraiment. Le 3e trafiquant le soulève par le cou, et Eren, en train de mourir, hurle à la petite fille ligotée de se battre. « Bats-toi. Si tu gagnes, tu vis. Si tu perds, tu meurs. » Et Mikasa, dans le froid, sent quelque chose se briser et se reconstruire en elle, le pouvoir dormant de son clan qui s'éveille et transperce l'homme d'un coup de couteau. Depuis ce jour, Mikasa a décidé que sa mission sur Terre était de garder Eren en vie, et Eren lui a enroulé autour du cou une écharpe rouge qu'elle ne quittera plus jamais. Retiens cette dynamique et retiens cette écharpe. Elles vont porter toute la série, jusqu'à sa toute dernière image. Eren rêve de rejoindre le bataillon d'exploration, les soldats fous qui sortent au-delà des murs, cartographier le territoire perdu et qui reviennent, expédition après expédition, avec des charrettes de cadavres sous les huées de la foule. Sa mère le lui interdit. Son père observe son fils avec un regard étrange, entre l'inquiétude et autre chose, quelque chose qu'on mettra des saisons à comprendre. Et l'après-midi du jour où tout bascule, Eren et Mikasa croisent Hannes, un soldat de la garnison, aimable et à moitié ivre, qui leur explique en rigolant que si les soldats des murs peuvent boire, c'est justement parce que tout va bien. 100 ans de paix. Les Titans, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est là que la foudre tombe. Un éclair, un fracas, et au-dessus du mur de 50 mètres, un visage apparaît. Pas un titan de 15 mètres, un titan de 60 mètres. Sans peau, muscles à vif, vapeur brûlante, les doigts accrochés au sommet du mur, comme un nageur au bord d'une piscine. Le titan colossal. D'un coup de talon, il pulvérise la porte de Shiganshina, et par la brèche, les titans entrent. Ce qui suit reste l'une des ouvertures les plus traumatisantes de l'histoire de l'animation. La panique, la foule qui piétine, les géants souriants qui se penchent dans les rues comme des enfants dans une maison de poupée. Eren et Mikasa courent chez eux et trouvent leur maison effondrée, avec Carla coincée sous une poutre, les jambes broyées. Elle leur hurle de fuir. Ils tirent, ils s'arrachent les mains, elle supplie, et Hannes arrive, les charge tous les deux sur ses épaules et fuit. Et Eren, par-dessus l'épaule du soldat, voit tout. Le titan qui sourit, celui qu'on appellera pendant des années le titan souriant,
qui dégage la poutre, ramasse sa mère et la mange. Le sourire, le craquement, le sang. Un gamin de 10 ans, l'image gravée à jamais. Sur le bateau des réfugiés, au milieu des survivants hébétés, Eren prononce le serment qui lance toute la série, les yeux morts et la voix blanche. Je les exterminerai, jusqu'au dernier. Chaque titan qui existe sur cette terre. Ce n'est pas une réplique de héros, c'est un vœu de haine pure, prononcé par un enfant détruit. Et la série va passer 10 ans à te montrer exactement où mène ce genre de vœu quand on ne le lâche jamais. La suite immédiate est une leçon de cynisme que le grand public a peu retenue, mais qui pose tout le propos. Le mur Maria est perdu, 1/5 du territoire, et les réfugiés affluent derrière le mur rose. Trop de bouches à nourrir. Le gouvernement organise alors une grande opération de reconquête. 250 000 civils, armés de rien, envoyés reprendre le mur Maria. Moins de 200 reviennent. Ce n'était pas une opération militaire, c'était une purge alimentaire déguisée en reconquête. 1/5 de la population excédentaire envoyée au broyeur pour que les autres mangent à leur faim. Le grand-père d'Armin y meurt. Et les 3 gamins comprennent la deuxième leçon du monde. Les titans ne sont pas les seuls monstres. Ils s'engagent dans l'armée. Saut de temps, l'an 847, le camp d'entraînement de la 104e brigade. C'est ici que la série constitue son casting, et prend une seconde pour les regarder, parce que chacun de ces gamins a un destin qui va te retourner. Jean Kirstein, la grande gueule cynique qui vise la gendarmerie royale et la planque du centre, et qui déteste Eren et son idéalisme suicidaire. Connie Springer, le petit gars simple d'un village de montagne. Sacha Braus, la chasseuse qui vole de la nourriture, surnommée la fille à la patate pour avoir mangé une pomme de terre volée en plein rassemblement face au sergent instructeur. Marco Bott, le gentil absolu, celui qui veut servir le roi avec sincérité. Historia, cachée sous le nom de Crystallens, la petite blonde adorable que tout le monde adore, collée à une grande brune sarcastique nommée Ymir. Et 3 autres, un peu à part, plus vieux dans leur tête que tous les autres. Rainer Braun, le grand frère du groupe, costaud, fiable, toujours à encourager les autres. Berthold Hoover, l'immense timide qui ne parle jamais. Et Annie Leonhardt, la blonde glaciale au regard vide, prodige du corps à corps, qui ne s'attache à personne. Retiens ces 3-là, retiens-les bien. 3 ans d'entraînement, sous les hurlements de l'instructeur Sadis, un ancien commandant du bataillon au crâne rasé et au regard de croque-mort, spécialiste du rite d'humiliation des premiers jours, et qui est, détail que la série garde pour plus tard, l'homme qui a ramassé Grisha Jäger errant hors des murs le jour de son arrivée, des années avant tout ça. Les années de formation ont leur légende fondatrice. Eren, le candidat le plus motivé de la promotion, échoue à l'exercice de base. Tenir droit suspendu au harnais, il bascule tête en bas, essai après essai. La risée du camp, à 2 doigts du renvoi vers les champs. Il supplie Rainer et Berthold de l'aider à s'entraîner en douce, s'accroche comme un damné, et au test de la dernière chance, tient une seconde parfaite avant de rebasculer. Sadis fait alors examiner l'équipement. La boucle du harnais d'Eren était défectueuse depuis le début. Le gamin s'équilibrait sur du matériel cassé à la force de l'obstination pure. C'est l'anecdote qui résume le personnage, et le camp entier commence à le regarder autrement. 3 ans de manœuvres tridimensionnelles donc, cet équipement de câbles et de gaz qui permet de voler entre les toits et les arbres pour atteindre le seul point faible du titan, la nuque. Le classement final tombe, Mikasa première, un génie comme on n'en voit pas 2 fois par génération. Rainer deuxième, Berthold troisième, Annie quatrième, Eren cinquième, à la pure rage. Jean sixième. Le top 10 a le droit d'intégrer la gendarmerie royale, la planque dorée du centre. Et Eren, évidemment, crache sur ce privilège. Lui, c'est le bataillon d'exploration, le corps aux ailes de la liberté, le taux de mortalité le plus élevé de l'armée. Le soir de la remise des diplômes, son discours enflammé sur l'extermination des titans met le réfectoire mal à l'aise, et Jan se moque, et il manque de se battre, comme d'habitude. C'est l'an 850, ils ont 15 ans. Demain, la moitié d'entre eux sera morte. Parce que le lendemain de la remise des diplômes, l'histoire se répète avec une cruauté de métronome. Les nouveaux diplômés sont affectés au district de Trost, porte sud du mur rose, pour une journée de logistique tranquille. Et la foudre tombe, le même éclair, le même visage sans peau au-dessus du mur. Le titan colossal est de retour, 5 ans après, au seul endroit et au seul moment où la nouvelle génération au complet est de service. La porte de Trost explose, les titans entrent, et cette fois, pas de bateau pour fuir. Les gamins de 15 ans qu'on vient de rencontrer sont envoyés au combat. Et le combat est un massacre. La série ne t'épargne rien. L'escouade d'Eren est décimée en 30 secondes de vol.
ses camarades happés en pleine trajectoire, avalés en hurlant. Armin, tétanisé sur un toit, regarde Eren se faire dévorer sous ses yeux. Son ami d'enfance, le garçon qui rêvait de l'océan avec lui, disparaît dans la gorge d'un titan barbu après lui avoir sauvé la vie, en tendant la main vers lui, le bras sectionné. Le héros annoncé de la série meurt à l'épisode 5. À l'époque de la diffusion, les spectateurs qui ne connaissaient pas le manga ont cru à un canular. Le générique tournait sur un protagoniste mort. Le reste de la bataille s'enfonce dans le désespoir. Les recrues coincées en ville s'engazent, l'intendance envahie, dévorée par la peur. C'est là que la série forge deux de ses personnages en accéléré. Mikasa d'abord, qui apprend la mort d'Eren et qui, au lieu de s'effondrer, prononce devant les recrues tétanisées le credo qu'il a défini. Le monde est cruel, mais il est aussi très beau. Avant de partir faucher du titan avec une froideur de machine, brûlant tout son gaz dans une transe suicidaire jusqu'à la panne, au fond d'une ruelle. Et Jan, la grande gueule qui visait la planque, qui se découvre chef malgré lui au milieu du carnage, prenant les décisions que personne ne veut prendre, expédiant des camarades à la mort pour en sauver d'autres, et comprenant en une après-midi pourquoi lui, le cynique, fera un meilleur officier que tous les héros, parce qu'il sait exactement ce que coûte chaque ordre. Le salut viendra d'Armin, le faible officiel du trio, qui conçoit le plan de reprise de l'intendance. Attirer les titans dans le hall, les aveugler d'une salve de canon, et les faire égorger à bout portant par 7 recrues cachées dans le mont de charge. Le plan du Gringalet sauve tous les survivants de Trost. Prends note du motif. Dans cette série, les batailles se gagnent au cerveau, et le cerveau s'appelle presque toujours Armin. Mikasa, elle, en panne de gaz au fond de sa ruelle, se retrouve face à face avec le titan barbu, celui-là même qui a mangé Eren. Et là, l'impensable. Un titan de 15 mètres aux cheveux noirs, aux yeux verts furieux et au corps strié de muscles sans lèvres, surgit et démolit le titan barbu à main nue. Un titan qui frappe les titans. Un titan qui hurle de rage, qui achève ses victimes au sol, qui se bat avec une technique de boxeur. Les survivants n'en croient pas leurs yeux, et le spectateur met quelques minutes à accepter ce que le montage lui a déjà dit. C'est Eren. Avalé vivant, il s'est réveillé dans l'estomac du titan au milieu des cadavres, et quelque chose en lui a explosé. Il est ressorti de la nuque sous la forme de la chose qu'il a juré d'exterminer. Le titan d'Eren nettoie Trost, épuise son énergie, et Eren émerge de la nuque, fumant, inconscient, avec un bras et une jambe repoussés. Et le monde répond exactement comme le monde répond toujours à l'inexplicable, par la terreur. À peine réveillé, Eren se retrouve encerclé par la garnison, canon pointé, accusé d'être un monstre infiltré. Armin sauve la situation par le premier de ses grands discours, Eren manque de se faire exécuter, et un supérieur suspend la sentence. Le général Pixis, commandant de la défense sud, un vieux renard chauve à la flasque de whisky permanente, connu pour dire en rigolant qu'il accepterait de se faire dévorer par un titan si le titan était une jolie femme. Derrière la façade d'ivrogne fantasque, l'un des seuls cerveaux lucides du commandement. Pixis comprend en 10 secondes que la question n'est pas de savoir si Eren est un monstre, mais si l'humanité peut se payer le luxe de gaspiller un miracle. Et l'état-major improvise le plan le plus fou de la guerre. Utiliser le titan d'Eren pour porter un rocher géant et colmater la brèche de Trost. Le plan manque de capoter. Eren transformé perd le contrôle et frappe Mikasa avant de se reprendre. Mais au bout du compte, le rocher scelle la porte. Pour la première fois en 100 ans d'histoire, l'humanité a repris un territoire aux titans. Le prix ? Des centaines de morts, ramassés à la pelle dans les rues. Parmi eux, Marco, le gentil absolu, retrouvé mort contre un mur, à moitié dévoré, sans témoin. Personne n'a vu comment il est mort. Garde ce détail dans un coin de ta tête. Il reviendra te hanter. Eren, lui, passe en procès. L'humanité entière se dispute sa propriété. Les militaires veulent l'arme, les religieux veulent brûler l'abomination, la gendarmerie veut disséquer le danger. Et au milieu du tribunal, un petit homme aux cheveux noirs et au regard mort se lève et passe à tabac l'accusé enchaîné, méthodiquement, coup de pied après coup de pied, devant la cour médusée. Levi Ackerman. Le soldat le plus fort de l'humanité, capitaine du bataillon d'exploration, 1,60 m de violence chirurgicale et de tic de propreté. Son message à la cour est limpide. Pas besoin de tuer le monstre. Le bataillon le tient en laisse. Le juge valide. Eren est confié au bataillon d'exploration, sous la garde de Levi, avec ordre de le tuer au premier dérapage. Et Eren, essuyant le sang de sa bouche, vient de rencontrer l'homme qu'il admirera le plus au monde.
Le bataillon l'installe dans un vieux château, sous la surveillance de l'escouade personnelle de Levi, 4 vétérans d'élite, Petra, Oruo, Erd et Gunther, des visages qu'on apprend à aimer très vite, ce qui dans cette série est toujours un très mauvais signe. On y rencontre aussi Hansi Zoé, scientifique en chef du bataillon, génie exubérant qui donne des petits noms à ses titans capturés et qui pleure quand on les tue. Et surtout le commandant Erwin Smith, le stratège aux sourcils légendaires, l'homme qui envoie ses soldats mourir avec un calme de joueur d'échecs, et dont on découvrira que le moteur secret n'est pas l'humanité, mais autre chose de beaucoup plus intime. Le plan d'Erwin, une 57e expédition extramuros, officiellement pour ouvrir la route vers Shiganshina et le fameux sous-sol de la maison Jaeger, où le père d'Eren, disparu depuis la chute du mur, aurait caché le secret des titans. Parce que oui, c'est l'autre fil rouge. Grisha Jaeger a disparu le jour de la chute, après avoir récupéré Eren, l'avoir emmené dans une forêt, lui avoir fait une piqûre en pleurant et lui avoir confié la clé du sous-sol. Eren n'a aucun souvenir clair de cette nuit. Le sous-sol est la carotte narrative de toute la première moitié de la série. La réponse est chez toi, Eren. Il suffit d'y retourner. Il suffit de traverser un territoire infesté de titans sur 50 km. La 57e expédition s'élance. Des centaines de cavaliers en formation d'éventail dans les plaines abandonnées. Et très vite, quelque chose cloche. Un titan inconnu remonte la formation par la droite. 14 mètres, féminin, musculature dessinée, cheveux blonds, et surtout, des yeux qui réfléchissent. L'aile droite entière est balayée avant d'avoir pu donner l'alerte. Les vétérans expérimentés éliminés comme des débutants. Et sur sa route, la créature tombe sur Armin, le désarçonne, lui arrache sa capuche, et s'arrête. Elle regarde son visage. Elle le regarde vraiment, une seconde entière, et elle repart sans le tuer. Ce détail, Armin va le retourner dans sa tête pendant tout l'arc. Un titan qui vérifie les visages, c'est un titan qui cherche quelqu'un qu'il connaît. Et un titan qui l'épargne, lui, c'est un titan qui le connaît, lui. La graine du soupçon le plus douloureux de la saison vient d'être plantée. Le titan féminin ne dévore pas, il trie. Le titan féminin traverse les lignes en éliminant les soldats avec une précision d'athlète, protège sa nuque à la demande, durcit sa peau en cristal contre les lames, et court vers le centre de la formation, vers Eren. Erwin comprend qu'il a affaire à un humain transformé, comme Eren, et déclenche son piège. Attirer la créature dans la forêt géante et la clouer au sol avec des centaines de harpons. La capture réussit. Hansi jubile. Et puis le titan féminin fait une chose que personne n'avait anticipée. Il hurle. Un cri qui porte à des kilomètres. Et tous les titans de la région convergent, non pas vers les humains, mais vers le titan féminin lui-même, qu'ils se mettent à dévorer sur pied. La pilote s'échappe dans le chaos en s'extrayant de la nuque, l'identité toujours inconnue. Et sur le chemin du retour, déguisée en soldat, elle retrouve la trace d'Eren, escortée par l'escouade de Levi au cœur de la forêt. Ce qui suit est le premier grand deuil du bataillon et du spectateur. Et il est construit sur un dilemme d'une cruauté parfaite. Quand le titan féminin fond sur l'escouade dans la forêt, Eren veut se transformer et se battre. Les vétérans lui hurlent de continuer, de leur faire confiance, de choisir le groupe plutôt que lui-même. Petra le supplie de croire en eux. Eren hésite, la main à la bouche, prêt à mordre. Et pour la première fois de sa vie, il choisit la confiance plutôt que la rage. Il fuit, comme ordonné. Et c'est exactement ce choix, le bon choix, le choix mature, qui condamne tout le monde. L'escouade de Levi, les 4 vétérans qu'on venait d'adopter, engagent le titan féminin pour couvrir la fuite d'Eren, avec l'assurance tranquille des élites. Et le titan féminin les exécute. Un par un. Petra écrasée contre un arbre, Erd coupé en deux en plein vol d'un coup de mâchoire, Gunther pendu à un fil, Oruo la lame brisée sur le cristal. 4 morts en 90 secondes. La meilleure escouade de l'humanité rayée par un seul adversaire. Et Eren, fou de rage et de culpabilité, se transforme pour venger ceux qui n'auraient jamais dû mourir pour lui. Le duel Eren contre le titan féminin ravage la forêt, et Eren perd. Décapité en titan, extrait de la nuque, avalé, pas dévoré, avalé et emporté, dans la bouche de la créature qui s'enfuit. C'est Mikasa et Levi qui le récupèrent, dans une charge d'anthologie où Levi découpe le titan féminin en rubans à une vitesse que la caméra peine à suivre, s'explosant la cheville au passage pour sauver Mikasa d'un geste trop risqué. Eren est récupéré, l'expédition rentre, humiliée, avec ses chariots de cadavres sous les huées habituelles, et Petra ne reverra jamais son père, qui attend le convoi à l'entrée de la ville pour parler mariage à un Levi muré dans le silence. Mais l'expédition a produit une chose, un soupçon. Armin, au fil des indices, la technique de combat, le trajet, une mèche de cheveux, un détail d'équipement, a formé une hypothèse qui le rend malade.
Le titan féminin se bat exactement comme Annie Leonhardt. Le piège se referme en ville. Sous prétexte d'aider Eren à fuir, Armin, Mikasa et Eren attirent Annie dans un tunnel souterrain, où elle ne peut pas se transformer sans s'écraser elle-même. Et Annie, au bout du tunnel, s'arrête. Elle rit, un petit rire triste, félicite Armin d'avoir eu le courage de la soupçonner, et se mord la main. La bataille d'Annie contre Eren éventre le quartier. 2 titans qui se fracassent à travers les immeubles au mépris des civils. Et quand Eren, enfin, prend le dessus, porté par une rage qui commence à faire peur même à ses amis, Annie s'enferme dans un cristal indestructible, emportant toutes ses réponses avec elle. Et la série glisse, dans ses derniers instants de conscience, le seul morceau d'humanité qu'elle nous concède. Un souvenir. Un père. Un homme dur, qu'il a entraîné au combat depuis la petite enfance, à coups de pied et d'exigence, pour en faire une machine, et qui, le jour de son départ en mission, s'est effondré en s'accrochant à elle, en la suppliant de lui pardonner, en lui faisant promettre une seule chose. Reviens. Même si le monde entier te hait, reviens à la maison. C'est pour cette promesse qu'Annie cue depuis 3 ans. Pas pour une cause, pas pour Marley, pour un vieil homme qui l'attend. La série fait ça avec tous ses monstres, tu remarqueras. Elle attend que tu les haïsses de toutes tes forces, et elle t'ouvre leur poitrine. Qui l'a envoyé? Pourquoi Eren? Combien sont-ils, infiltrés parmi nous depuis le début? Le bataillon range le cristal dans une cave, et la série pose sa vraie question pour la première fois à voix haute. L'ennemi n'est pas dehors. Il a passé 3 ans dans le même dortoir que vous. Et pour bien enfoncer le clou, la bataille laisse un dernier cadeau. Dans un pan de mur effondré par le combat, à l'intérieur même du mur Sina, un œil s'ouvre. Un visage de titan colossal, emmuré dans la paroi, qui regarde. Le prêtre du culte des murs, présent sur place, hurle de recouvrir la chose avant que la lumière du soleil ne la touche. Les murs derrière lesquels l'humanité s'abrite depuis 100 ans sont remplis de titans. Les murs sont des titans. Et le clergé le sait depuis toujours. La saison 2 démarre sur cette gueule de bois, et elle n'a que 12 épisodes, mais elle va lâcher plus de bombes que les 25 premiers réunis. Tout commence par une alerte. Des titans signalés à l'intérieur du mur rose, sans aucune brèche visible. Le bataillon se déploie en catastrophe, et au milieu de la panique, la série s'offre un détour par le village de Connie, rasé, désert, sans aucun cadavre. Sur les ruines de sa propre maison, un titan difforme est allongé, incapable de bouger, et quand Connie passe à côté, la créature tourne la tête et articule 3 mots. Bon retour, chez toi. Connie veut vomir, ses camarades l'embarquent, et personne n'ose formuler tout haut ce que le spectateur vient de comprendre en frissonnant. Ce titan a la voix et le visage de sa mère. Les habitants du village n'ont pas été dévorés par les titans. Ils sont devenus les titans. Toutes ces créatures que le bataillon découpe depuis le début de la série, tous ces monstres souriants, ce sont des êtres humains transformés. L'humanité ne combat pas une espèce ennemie. Elle s'entretue sans le savoir. Pendant ce temps, un groupe de recrues sans équipement se réfugie dans les ruines du château d'Utgard, encerclés par des titans qui, anomalie totale, attaquent en pleine nuit. Et depuis le sommet d'une tour, une silhouette observe le siège. Un titan simiesque de 17 mètres, couvert de fourrure, le titan bestial, qui ramasse un morceau de mur, le soupèse en connaisseur et bombarde la tour avec une précision de lanceur professionnel. Une créature qui parle, qui commande les autres titans, qui s'intéresse à l'équipement des soldats, et qui repart tranquillement dans la nuit. Le siège d'Utgard pousse tout le monde au bord de la mort. Et c'est là qu'Ymir, la grande brune sarcastique collée à Krista, révèle son secret. Elle se taillade la main et se transforme en titan. Un petit modèle véloce et mâchoire d'acier, pour défendre la tour. Encore une. Les transformés sortent des murs les uns après les autres. Et dans l'aube du sauvetage, Krista révèle à son tour son vrai nom, Historia Reiss, fille cachée de la famille la plus proche du trône. La petite blonde adorable du fond de la classe est une héritière royale planquée sous un faux nom. Note-le, ça devient très important très vite. Mais tout ça, c'est l'apéritif. Parce que quelques heures plus tard, adossé au sommet du mur rose, dans le calme d'une pause entre 2 horreurs, arrive la scène la plus célèbre de la série, et probablement l'une des révélations les mieux exécutées de l'histoire du genre. Rainer Braun, le grand frère du groupe, le Rock, celui qui a porté la moitié des recrues à bout de bras depuis le premier jour, s'assoit à côté d'Eren, se masse la nuque et lui dit, sur le ton exact d'un collègue qui propose un covoiturage, « Au fait, c'est moi le titan cuirassé. Et lui, c'est le titan colossal. On est venu détruire l'humanité il y a 5 ans. Si tu viens avec nous gentiment, pas besoin de redétruire le mur. Pas de musique dramatique, pas de flashback. Juste 2 phrases posées dans la conversation et le monde du spectateur qui s'effondre en silence.
Bertholdt, l'immense timide qui ne parle jamais, est le monstre de 60 mètres qui a défoncé Shiganshina et enjambé la mer d'Eren. Reiner, le grand frère modèle, est le titan blindé qui a pulvérisé la deuxième porte. Les tueurs de l'humanité ont passé 3 ans à dormir dans le même dortoir que leurs victimes, à s'entraîner avec elles, à pleurer leur mort avec elles. Et le plus vertigineux, Reiner y a laissé sa santé mentale. À force de jouer le soldat, il a développé une double personnalité. Le guerrier venu détruire et le soldat qui protège. 2 hommes dans un même crâne qui ne se souviennent pas toujours l'un de l'autre. La conversation dégénère exactement comme elle devait dégénérer. Eren, la haine au ventre, refuse. Le duel éclate au sommet du mur. Eren contre le cuirassé. Revanche du gamin sur le monstre de son enfance. Et pour la première fois, Eren domine, à la loyale, avec les techniques de corps à corps qu'Annie lui a enseignées. L'ironie est délicieuse. Alors Bertholdt se transforme au-dessus de lui. 60 mètres de chair incandescente qui s'effondre sur le combat. Et quand la vapeur se dissipe, Eren et Ymir ont disparu, enlevés, emportés au-delà du mur par les 2 traîtres. La poursuite qui suit, dans la forêt géante puis dans la plaine, condense tout ce que la série sait faire. D'abord le huis clos dans les arbres, Eren ligoté et sans bras face à ses ravisseurs, et cette découverte qui change la texture de l'histoire. Reiner et Bertholdt ne sont pas des démons, ce sont des gamins, des soldats enfants envoyés par quelqu'un d'autre, d'un endroit qu'ils appellent le village, rongés de culpabilité, terrifiés à l'idée de rentrer les mains vides, et qui répètent guerriers comme on récite une prière pour ne pas pleurer. Ymir, elle, joue sa propre partie, un personnage bien plus vieux qu'il n'en a l'air, et son histoire, révélée par bribes, est l'une des plus tristes de la série. Gamine des rues sur le continent, sans nom et sans famille, elle a été ramassée par une secte qui cherchait une figure. On lui a donné le nom d'Ymir, on l'a vénérée comme la réincarnation de l'ancêtre fondatrice, et elle a joué le rôle, parce qu'être adorée pour un mensonge valait mieux que crever anonyme dans un caniveau. Quand Marley a démantelé le culte, la fausse déesse a été transformée en titan et jetée sur Paradis, condamnée à errer sans esprit. 60 ans. 60 ans de brouillard, jusqu'à la nuit où son corps de monstre a croisé 4 gamins guerriers en mission, en a dévoré un, et où Ymir s'est réveillée humaine dans un champ, avec un pouvoir volé et une leçon définitive. Cette fois, elle ne vivrait plus que pour elle-même. Retiens au passage la règle qu'elle vient de démontrer, car elle explique la moitié de l'univers. Un pouvoir de titan se vole en dévorant son porteur. Chaque transmission de la série passera par une bouche. C'est raté, évidemment, puisqu'elle est tombée amoureuse d'Historia, une autre fille dressée à vivre sous un faux nom pour d'autres qu'elle-même. Les 2 menteuses professionnelles de la classe se sont reconnues au premier regard. Puis le sauvetage. Erwin et le bataillon chargent en pleine horde de titans. Erwin y laisse un bras, arraché en pleine phrase d'ordre, et continue de commander de l'autre bras. Et au cœur de la mêlée, Eren se retrouve une fois de plus impuissant, à terre, face à un titan souriant qui avance vers lui. Pas n'importe lequel. Le titan souriant. Celui de sa mère. Et Hannes, le soldat ivre du premier jour, l'homme qui n'a pas pu sauver Carla il y a 5 ans, se jette sur la créature pour réparer sa faute, et meurt exactement comme elle, dévoré sous les yeux d'Eren et de Mikasa, en plein cercle, comme si le destin repassait les plats. Eren hurle, frappe le titan à main nue, et à l'instant du contact, quelque chose se déclenche. Une onde. Tous les titans du champ de bataille s'immobilisent, tournent la tête, et chargent le titan souriant, qu'il déchiquette sur place. Puis il se tourne vers Reiner et Bertholdt. Eren vient d'activer, sans le comprendre, le pouvoir que tout le monde cherche depuis le début. Le coordinat, la capacité de commander les titans, le pouvoir originel enfermé dans son corps. Reiner et Bertholdt fuient, terrifiés, parce qu'eux savent exactement ce que c'est. Ymir choisit de partir avec eux, par dette envers Reiner et Bertholdt et par amour pour Historia, à qui elle laisse un adieu, et disparaît de l'histoire pour un long moment. Le bilan de la saison tient en une phrase de Hansi.
L'ennemi a un visage, un village, un commanditaire, et Eren porte dans sa chair la seule arme qui compte. La guerre vient officiellement de changer de nature. La saison 3 ouvre alors le chapitre que personne n'attendait, la guerre civile. Tout part d'un cadavre, le pasteur Nick, ce prêtre du culte des murs que Hansi cuisinait depuis des semaines pour percer le secret des titans emmurés, et qui avait fini par lâcher un seul fil, l'existence d'une famille dépositaire de toute la vérité, avec une héritière cachée dans les rangs de l'armée. On le retrouve mort dans une caserne, les ongles arrachés, le visage détruit, torturé, et exécuté par des hommes se réclamant de la gendarmerie royale. Le message est limpide. Quelqu'un, au centre du pouvoir, tue pour que les secrets des murs restent des secrets. Et ce quelqu'un vient de comprendre que le bataillon s'approche trop. Parce qu'avant de reprendre le mur Maria, il va falloir régler un problème plus proche, le gouvernement lui-même. Le bataillon découvre que la monarchie veut récupérer Eren et Historia, et l'État profond sort ses tueurs, au premier rang desquels un revenant. Kenny Ackerman, dit Kenny l'Éventreur, légende criminelle de la capitale, chef d'une brigade anti-bataillon armée d'équipements tridimensionnels modifiés pour tuer non pas des titans, mais des humains. Et détail qui fait dresser l'oreille, Kenny connaît Levi, intimement. C'est l'homme qui l'a élevé, dans les bas-fonds, avant de l'abandonner. Les Ackerman, on le comprendra, sont un clan à part, des humains modifiés jadis pour servir de garde du corps au roi, éveillés à une force surhumaine, et immunisés contre certains pouvoirs du coordinat. C'est pour ça que Mikasa et Levi cassent les statistiques depuis le début. La saison déroule alors son polar. Enlèvement, contre-enlèvement, fusillades urbaines entre l'escouade de Levi et la brigade de Kenny. Et c'est un festival d'un genre nouveau pour la série. Du gunfight en équipement tridimensionnel dans les rues et les tavernes. Levi improvisant des armes avec des chaises et des bouteilles. Traqué par le seul homme au monde qui connaisse toutes ces techniques pour les lui avoir apprises. Le duel Levi-Kenny est un règlement de compte familial déguisé en opération militaire. Deux produits du même caniveau devenus les deux meilleurs tueurs du royaume, chacun au service d'un camp qui le dégoûte à moitié. Pendant ce temps, la machine politique broie. Erwin est arrêté, jugé en accéléré par un tribunal aux ordres, promise à la potence pour complot, et joue sa dernière carte en tablant sur une chose que la noblesse ne comprend pas, la lâcheté fondamentale du pouvoir. Le faux coup d'orchestre du bataillon, une fausse alerte d'invasion de titans en pleine audience, force le gouvernement fantoche à révéler sa vraie doctrine devant témoins. En cas de menace, sceller les portes et sacrifier la moitié du peuple. Le roi de paille est déposé dans la journée, sans un coup de feu, par la simple démonstration publique que le trône préfère ses secrets à ses sujets. C'est le côté échec de la série, et il est aussi tendu que ses batailles. Reste la pièce maîtresse, Historia, enlevée par son propre camp, et le grand mensonge exhumé dans les profondeurs. Le roi des murs est une marionnette. La vraie lignée royale, ce sont les Rice, la famille d'Historia. Et le premier roi des murs, 100 ans plus tôt, n'a pas construit les murs pour protéger l'humanité. Il a volé le titan originel, effacé la mémoire de toute la population enfermée, réécrit l'histoire, et verrouillé le tout par un serment mental interdisant à sa lignée de se battre. Le pouvoir de gommer les souvenirs de millions de personnes. Voilà le vrai secret du trône. Et pour la petite histoire des complotistes de service, seules quelques familles nobles ont été vaccinées contre l'effacement, dont les Ackerman et une famille orientale, d'où Mikasa. Tout ce que ce monde croit savoir sur lui-même est une fiction imposée par un seul homme. Le fond de l'affaire se joue dans une caverne de cristal sous la chapelle des Rice, et c'est l'un des sommets dramatiques de la série. Rod Reiss, père d'Historia, y traîne sa fille et Eren enchaînés, et déballe la vérité familiale. Le pouvoir du titan originel appartenait aux Rice, incarné en dernier lieu par Frida, la sœur aînée d'Historia, douce, aimante, prisonnière comme toutes les autres du serment de non-violence du premier roi. Et une nuit, il y a des années, un médecin sans titre de noblesse a massacré presque toute la famille royale dans cette caverne, a dévoré Frida et a volé le titan originel. Ce médecin s'appelait Grisha Yeager, le père d'Eren. Et la piqûre dans la forêt, la nuit de la chute du mur, c'était ça. Grisha, mourant de sa propre décision, a transformé son fils de 10 ans en titan et s'est laissé dévorer par lui. Eren porte donc deux pouvoirs volés, le titan d'attaque de son père et le titan originel arraché aux Rice. Le héros découvre que son propre corps est une scène de crime, que ses crises de rage ne sont peut-être pas toutes à lui, et que son père, ce médecin doux et distant, était un homme avec un passé, un agenda et du sang royal sur les mains. Rod Reiss propose alors l'échange logique. Qu'Historia s'injecte du sérum, devienne titan, dévore Eren et rende le pouvoir originel à la famille légitime.
Et Historia, la gentille Christa, la fille qui a passé sa vie à sourire pour qu'on l'aime, tient la seringue, regarde son père, repense à Ymir qui lui a appris à vivre pour elle-même, et fracasse la fiole par terre avant d'envoyer son géniteur au tapis. Rod lèche le sérum renversé, se transforme en une abomination rampante de plus de 100 mètres de long, la plus grosse créature jamais vue. Et c'est Historia elle-même qui, lors de la bataille qui suit, tranche la nuque de son propre père devant la foule, avant d'être couronnée reine. La petite blonde du fond de la classe finit sur le trône, et sa première décision royale donne le ton, ouvrir les orphelinats aux enfants des bas-fonds. Kenny, lui, meurt dans les décombres avec une fiole de sérum dans la poche, et la refile à Levi, son neveu. Oui, Kenny était le frère de la mère de Levi, avec une dernière philosophie de comptoir qui résume tous les personnages de la série. Tout le monde a besoin d'être ivre de quelque chose pour continuer. Garde cette fiole de sérum en mémoire, elle va bientôt coûter très cher. Et puis vient le morceau de bravoure. La bataille de Shiganshina, fin de la saison 3, considérée par une bonne partie du public comme le sommet absolu de la série animée. Le bataillon d'exploration, reconstruit, part reprendre le mur Maria et atteindre enfin, après 70 épisodes de teasing, le sous-sol de la maison Jaeger. Sauf que l'ennemi les attend. Reiner, Bertholdt et le titan bestial ont transformé Shiganshina en as, et la bataille s'engage sur 2 fronts, dans un déluge tactique où chaque camp joue sa survie. D'un côté du mur, Eren affronte Reiner, et le bataillon découvre les lances foudroyantes, enfin une arme qui perce le cuirassé. De l'autre, le titan bestial aligne l'arrière-garde avec son bombardement de pierres, une pluie d'obus organiques qui transforme la plaine en abattoir. Et au milieu, les recrues qu'on suit depuis le premier jour font ce qu'on leur a appris. Elles meurent ou elles dépassent leurs limites. 2 moments de cette bataille sont entrés au Panthéon. Le premier, la charge d'Erwin. Coincé, sans issue, l'arrière-garde condamné, Erwin propose à Levi le calcul le plus froid de la série. Lui et les nouvelles recrues chargeront le bestial de front, à cheval, en hurlant, une charge suicide destinée à mourir, pour offrir à Levi la fenêtre d'attaque. Et avant de charger, Erwin avoue enfin son secret à Levi. Son rêve n'a jamais été de sauver l'humanité. Son rêve, c'est le sous-sol. Savoir. Vérifier l'hypothèse de son père, assassiné jadis pour avoir posé trop de questions. Il envoie des gamins mourir depuis des années pour un rêve d'enfant. Il le sait, il se hait pour ça. Et il choisit de mourir avec eux plutôt que de voir la réponse. La charge s'élance. Erwin est transpercé en pleine phrase. Les recrues tombent par grappes. Et Levi, propulsé par le sacrifice, exécute la chose la plus folle jamais animée dans cette série. Il remonte seul le nuage de titan du bestial et démonte le monstre de 17 mètres en quelques secondes. Un ouragan de lames qui tranche tout. Tendons, yeux, nuque, et extrait le pilote, un homme à lunettes qu'il s'apprête à achever quand un titan quadrupède surgit et emporte le corps. L'homme du bestial survit. Retient son visage. C'est le personnage le plus important de la moitié restante de l'histoire. Le deuxième moment, c'est le choix. De l'autre côté du mur, pour vaincre Bertholdt et son colossal, Armin conçoit le plan qui le hante encore. Servir d'appât, s'accrocher au titan de 60 mètres et encaisser le souffle de vapeur brûlante. Se laisser cuire vivant, le temps qu'Eren frappe. Le plan marche, Bertholdt tombe. Et il reste 2 corps. Armin, carbonisé, un tison au bord de la mort, et Erwin, transpercé, agonisant. Une seule fiole de sérum, celle de Kenny, dans la poche de Levi. Un seul survivant possible, celui qu'on transformera en titan pour dévorer Bertholdt et récupérer le colossal. Le bataillon se déchire au sommet du mur. Eren et Mikasa suppliant pour Armin, Levi tranchant pour Erwin, le cerveau dont l'humanité a besoin. Et au dernier moment, Levi regarde le commandant à moitié conscient murmurer sa leçon d'enfance, et comprend qu'Erwin est déjà parti, que le ramener serait le condamner à rester un monstre utile. Il laisse le diable mourir en homme. Armin se réveille dans un corps neuf, apprend qu'il a dévoré Bertholdt vivant et hérite du titan qui a détruit sa ville. Le stratège le plus doux de la série devient l'arme la plus destructrice du monde, et devra vivre avec l'addition. Erwin est mort pour lui. Et enfin, le sous-sol. Après 70 épisodes, Eren, Mikasa, Levi et Hansi descendent l'escalier de la maison Jaeger, ouvrent la porte avec la clé de Grisha et trouvent un cabinet médical. Banal, poussiéreux. Et dans un tiroir à double fond, 3 carnets et une photographie. Pas un dessin, une photographie, une technologie qui ne devrait pas exister, montrant Grisha, une femme inconnue et un enfant, bien habillés, en bonne santé. Et au dos, une phrase qui pulvérise 100 ans de certitude. L'humanité n'a pas disparu. Elle vit, prospère,
de l'autre côté de la mer. La série vient de faire exploser son propre décor. Il y a un monde entier dehors. Et il ne veut pas d'eux. Les carnets de Grisha racontent alors l'histoire interdite, et le récap doit s'y arrêter, parce que c'est la clé de voûte de tout le reste. De l'autre côté de la mer s'étend une puissance mondiale nommée Marley. Et dans Marley vit un peuple maudit, les Eldiens, descendants de l'ancien empire d'Eldia, parqués dans des ghettos, marqués d'un brassard, haïs par la terre entière. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2000 ans, une jeune esclave nommée Ymir Fritz a obtenu, on verra comment, le pouvoir des titans, et que ses descendants, le peuple eldien, sont les seuls humains au monde capables de se transformer. Pendant 17 siècles, l'empire d'Eldia a dominé le monde par la terreur des titans, jusqu'à ce que Marley retourne la situation, s'empare de 7 des 9 titans primordiaux et pousse le dernier roi eldien, ce fameux premier roi des murs, à un exode hallucinant. Emmener une partie de son peuple sur l'île de Paradis, s'enfermer derrière 3 murs faits de millions de titans colossaux durcis, effacer la mémoire de tous et menacer le monde d'un déluge en cas d'attaque, tout en rêvant secrètement, pacifisme suicidaire de sa lignée, que le monde vienne un jour exterminer son peuple pour solder les crimes d'Eldia. Voilà ce que sont les habitants des murs, non pas les derniers humains, mais les descendants amnésiques de l'empire le plus haï de l'histoire, parqués sur une île prison, assis sur un stock de titans que la planète entière convoite et redoute. Et les titans errants, ces monstres souriants qui dévorent sans raison, ce sont les Eldiens de Marley, les condamnés du continent, injectés au sérum et largués sur Paradis, transformés en aberrations sans esprit et lâchés sur l'île prison comme on jette des chiens dans une fosse. La mère d'Eren n'a pas été mangée par un monstre, elle a été mangée par un condamné marléen, un être humain puni. Chaque titan découpé par le bataillon depuis l'épisode 1 était un déporté. La série repeint rétroactivement chacune de ses propres scènes d'horreur en crime contre l'humanité, et elle le fait avec un sang-froid qui donne le vertige. Grisha, lui, était un gamin du ghetto de Liberio, et son histoire commence par le crime fondateur de sa vie. Un après-midi, pour voir un dirigeable atterrir, il a entraîné sa petite sœur Faye hors du ghetto, sans brassard, sans autorisation. 2 soldats marléens les ont attrapés. Grisha a été renvoyé chez lui avec une correction. Faye, 8 ans, a été emmenée par l'un des soldats et retrouvée le lendemain au bord d'une rivière, dévorée par les chiens du militaire. Et ce même soldat, des années plus tard, au sommet du mur de Paradis, racontera l'anecdote en face à Grisha adulte, en riant, en toute connaissance de cause. Une seconde avant de comprendre qu'il n'aurait peut-être pas dû. Voilà la graine. Tout l'arbre Jäger, le militantisme de Grisha, la radicalisation, Zeke, Eren, le terrassement, pousse sur le cadavre d'une gamine de 8 ans tuée pour une promenade. Devenu médecin et militant, Grisha a rejoint les restaurationnistes eldiens, épousé une héritière royale cachée, Dina Fritz, et eu un fils, Zeke, qu'il a gavé de sa révolution au point de l'envoyer, enfant, dans le programme des guerriers marléens comme taupe. Et Zeke, à 7 ans, écrasé par la pression, a fait le choix qui a tout déclenché. Il a dénoncé ses propres parents. Grisha et Dina ont été déportés sur Paradis. Dina a été transformée la première, en jurant à Grisha qu'elle le retrouverait, quelle que soit sa forme. Prends 10 secondes pour encaisser celle-là. Le titan souriant, la créature qui a dévoré Karla Jäger sous les yeux d'Eren, c'est Dina Fritz, la première femme de son père. Une reine eldienne devenue le monstre fondateur du récit, qui a traversé l'île pour finir, par le pire des hasards ou par autre chose, devant la maison de son ex-mari, et manger sa nouvelle épouse devant son nouveau fils. Grisha, lui, a été sauvé in extremis par un mystérieux soldat croisé sur le mur, un certain Kruger, agent double infiltré au sommet de l'armée marléenne depuis des décennies, porteur du titan d'attaque, qui lui a transmis son pouvoir et sa mission avant de mourir. Entrer dans les murs, voler le titan originel et continuer le combat. Et Kruger a lâché au passage la phrase la plus vertigineuse du chapitre, celle que les lecteurs ont retournée pendant des années. En confiant sa mission à Grisha, il lui dit « Si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres, mène cette mission à son terme. » Grisha le regarde sans comprendre. Qui sont Mikasa et Armin ? Kruger lui-même ne sait pas. Il secoue la tête, troublé. Le souvenir de quelqu'un d'autre, dit-il. Un souvenir qui ne lui appartient pas. Kruger vient de citer des enfants qui ne naîtront que des années plus tard, des noms remontés à travers le temps depuis les souvenirs d'un porteur futur du titan d'attaque. Parce que c'est la particularité de ce titan, et c'est la règle qui va tout expliquer. Le titan d'attaque peut voir les souvenirs de ses futurs porteurs. Il ne subit pas le passé, il regarde vers l'avenir. Souviens-toi de ça à chaque décision étrange d'Eren jusqu'à la fin. Zeke, le fils renié, est devenu de son côté le chef des guerriers marléens,
l'homme du titan bestial, celui-là même que Levi a démonté à Shiganshina, le frère d'Eren, le même sang, les deux côtés de la guerre. La famille Yeager est littéralement le conflit mondial à elle toute seule. Voilà pour les carnets. La saison 3 se referme alors sur la scène la plus douce amère de toute la série. Le bataillon, victorieux, atteint enfin l'océan. Le rêve d'enfance d'Armin, la mer de sel infinie du livre interdit. Les survivants pataugent comme des gosses, ramassent des coquillages, s'éclaboussent. Et Armin, l'eau aux genoux, rayonnant, se tourne vers Eren. « Regarde, c'est immense. C'est exactement comme dans le livre. De l'autre côté, il y a la liberté. » Et Eren, immobile dans les vagues, fixe l'horizon et répond par la question qui gèle l'image. De l'autre côté, il y a des ennemis. Dis, Armin, si on les tue tous, jusqu'au dernier, est-ce qu'on sera libre ? Fin de la saison. Le gamin qui voulait voir l'océan le regarde comme une ligne de front. La série vient de te montrer, en une réplique, exactement où elle s'en va. Et personne n'a voulu y croire. La saison finale s'ouvre alors sur le coup de théâtre formel le plus audacieux de la série. Elle change de camp. 4 ans ont passé, on est en l'an 854. Et le premier épisode ne montre ni Eren, ni Mikasa, ni personne que tu connais. Il montre une guerre de tranchées à l'autre bout du monde, et 2 gamins eldiens du ghetto de Liberio qui courent sous les obus pour mériter leur place dans le programme des guerriers. Gabi Braun, cousine de Reiner, 12 ans, patriote fanatique de Marley, brillante, drôle, persuadée que les insulaires de Paradis sont des démons, et Falco Grice, amoureux d'elle en silence, qui veut lui voler la succession du cuirassé uniquement pour lui épargner ce destin. La série te force à faire la chose la plus inconfortable possible, t'attacher au camp d'en face. À des enfants endoctrinés qui rêvent d'exterminer les personnages que tu suis depuis 10 ans. Et ça marche. C'est même le cœur de tout le projet. Te faire vivre de l'intérieur qu'il n'y a pas de démons, juste des gamins nés du mauvais côté d'une frontière, gavés de la haine de leur père. On y retrouve Reiner, revenu de Paradis, brisé, suicidaire, canon de fusil dans la bouche certains soirs, héros de guerre officiel et coquille vide officieuse. Et la saison prend enfin le temps de raconter d'où il vient, et ça éclaire tout rétrospectivement. Reiner est un enfant du ghetto, fils illégitime d'une Eldienne et d'un Marléen, un croisement interdit par la loi. Sa mère l'a élevé dans un seul projet, devenir guerrier, obtenir la citoyenneté d'honneur et reformer la famille avec ce père fantasmé. Le petit Reiner a tout donné, alors qu'il était le plus faible de sa promotion, moins doué qu'Annie, moins costaud que les autres, sélectionné pour le cuirassé presque par erreur, sur sa seule qualité réelle, sa loyauté de façade. Et quand, enfin admis, il a couru annoncer la nouvelle à son père, l'homme l'a regardé avec terreur et l'a chassé en le suppliant de ne jamais revenir. Le rêve était un mensonge de sa mère. Le gamin s'est alors fabriqué un rêve de rechange, être le héros, celui qui sauve tout le monde. Et c'est ce mensonge de substitution qui a fini par se dédoubler dans son crâne sur l'île, entre le guerrier et le soldat. Reiner Braun est ce que produit une société qui demande à des enfants de mériter d'exister. La série le hait et le plaint dans le même mouvement, et le public a fini par faire pareil. Et on y découvre l'état du monde. Marley s'essouffle, ses titans perdent la course face à la technologie, et pour rallier la planète à une croisade finale contre Paradis, l'Empire organise un grand sommet mondial à Liberio, avec en tête d'affiche Willy Tibur, chef de la famille eldienne collaboratrice qui détient le titan marteau d'armes et, on l'apprend, la vraie mémoire de l'histoire. Devant les ambassadeurs du monde entier, Tibur monte sur scène et fait sa révélation publique. Le grand héros marléen d'il y a 100 ans, Elos, était une fiction. La guerre a été gagnée par un accord secret avec le roi pacifiste des murs, et aujourd'hui ce verrou a sauté, car le titan originel est tombé entre les mains du pire homme possible. Il s'appelle Eren Yeager, et au nom du monde entier, Willy Tibur lui déclare officiellement la guerre. Et sous la scène, dans une cave, un blessé de guerre à la jambe bandée, qui s'est fait appeler Monsieur Kruger pendant des mois et a sympathisé avec Falco pour envoyer son courrier, relève la tête. Cheveux longs, regard mort. Eren. Infiltré au cœur de Liberio depuis des mois, assis en face de Reiner qui l'a fait venir par Falco, exactement comme Reiner s'était assis en face de lui au sommet du mur des années plus tôt. La symétrie est assumée, revendiquée, cruelle. Eren demande à Reiner pourquoi il a détruit son mur. Écoute le guerrier s'effondrer en excuses. Lui répond qu'il comprend, qu'ils sont pareils, nés comme ça,
et à la seconde exacte où Tibur, au-dessus, achève sa déclaration de guerre, Eren serre la main de Falco, se transforme à travers l'estrade et dévore Willy Tibur devant les caméras du monde entier. Le raid de Liberio est déclenché. Le bataillon d'exploration surgit du ciel en dirigeable. Mikasa fauche les soldats. Levi règle ses comptes. Le marteau d'armes est vaincu et son pouvoir récupéré. Et le ghetto brûle. La série te montre l'attaque des deux côtés à la fois. Du côté du bataillon, une opération chirurgicale victorieuse. Du côté de Gabi et Falco, un attentat monstrueux, des civils sous les gravats, des enfants qui ramassent leurs morts. Les héros de la première moitié sont devenus, très exactement, le film d'horreur de quelqu'un d'autre. Et le prix se paie au décollage. Gabi, folle de rage, poursuit le dirigeable, monte à bord par un câble et ouvre le feu au hasard dans la cabine. La balle traverse Sacha Brous. La fille à la patate, la chasseuse comique, le soleil du groupe, meurt en quelques minutes au milieu de ses amis, en murmurant un dernier mot. Viande. Le rire des lecteurs s'est étranglé net, et la réaction d'Eren scelle le basculement du personnage. Quand on lui annonce la mort de Sacha, il ne pleure pas, il rit. Un petit rire vide, effrayant, le rire d'un homme déjà parti ailleurs. Ses amis le regardent et comprennent qu'ils ont récupéré à Liberio quelqu'un d'autre que celui qu'ils avaient perdu de vue. La suite déroule la spirale. Sur Paradis, Eren échappe à tout contrôle. Il s'est constitué une faction, les Jaegeristes, des jeunes soldats fanatisés pour qui il est le sauveur de l'île, menés par Flock Forster, un survivant de la charge suicide d'Erwin qui en a tiré la conclusion inverse d'Armin. Plus jamais victime, quitte à devenir bourreau. S'y ajoutent les volontaires, des soldats marléens anti-marléens débarqués avec la flotte de Zeke, menée par Yelena, une grande silhouette glaçante en adoration mystique devant les frères Jaeger, le genre de personnage qui sourit en parlant d'avenir radieux et qui te fait vérifier où sont les sorties. Ensemble, ils empoisonnent, arrêtent, exécutent et prennent le contrôle de l'île en quelques semaines. Le bataillon d'exploration, qui a renversé un roi pour libérer le peuple, regarde ce même peuple acclamer sa nouvelle cage. Et Eren, au centre, fait pression sur l'état-major en menaçant de se laisser mourir. L'échéance est réelle, car les porteurs de titans primordiaux meurent au bout de 13 ans, la malédiction d'Ymir, et il impose sa ligne. Et il y a le plan Zeke. Le grand frère, officiellement rallié à Paradis, a vendu à Eren et aux dirigeants de l'île une stratégie de dissuasion. Le titan originel ne peut être pleinement activé que par le contact entre un porteur du coordinat et un titan de sang royal, lui, Zeke. Mais Zeke a un agenda secret, le plus glaçant de la série, l'euthanasie. Convaincu que la souffrance eldienne ne peut finir qu'avec les Eldiens eux-mêmes, il veut utiliser le pouvoir du roi pour stériliser tout son peuple. Pas de massacre, pas de sang, juste plus aucune naissance, et la malédiction s'éteint avec la dernière génération. Le fils de Grisha a retourné la révolution paternelle en suicide d'espèce, avec la douceur d'un vétérinaire. Et Eren a dit oui, en apparence. Le point de rupture avec ses amis tient en une scène de table, considérée par beaucoup comme la plus dure de la série, sans un seul titan à l'écran. Dans une pièce nue, Eren, attablé face à Mikasa et Armin, ces deux personnes au monde, démonte froidement 10 ans d'amour et d'amitié. Il demande à Mikasa pourquoi elle le colle depuis l'enfance, et lui répond lui-même. Parce que son sang d'Ackerman l'a programmé pour protéger un hôte, que sa dévotion n'est qu'un réflexe de caste, qu'elle n'est pas une personne, mais un instinct. Mensonge, on l'apprendra, mais un mensonge taillé pour tuer. Puis il se tourne vers Armin, l'ami de toujours, et lui assène qu'il est devenu l'esclave des résidus de Bertholdt qui vivent dans son titan. Et il conclut, les yeux dans les leurs, « Depuis toujours, ce que je déteste le plus au monde, ce sont les êtres sans liberté, des esclaves, comme vous. » Armin craque et le frappe, Eren le démonte en 3 coups, Mikasa s'interpose par réflexe, validant en apparence tout ce qu'il vient de dire, et Eren sort en les laissant en morceaux. Le héros de la série vient de faire pleurer ses 2 meilleurs amis pour les pousser loin de lui. Par cruauté ? Par protection ? La réponse est pour plus tard, et elle ne consolera personne. Puis Marley contre-attaque et tout s'emballe. Reiner, Pieck et le titan chariot, cette quadrupède qui avait exfiltré Zeke à Shiganshina, la nouvelle porteuse de la mâchoire, l'aviation marléenne. L'assaut surprise tombe sur le district de Shiganshina, encore lui, toujours lui, pendant qu'Eren est à découvert. La bataille finale de la première partie de la saison est un chaos à 4 camps. Les Marléens qui veulent tuer Eren, Eren qui veut atteindre Zeke, les Jaegeristes qui ont pris le pouvoir par les armes, et le vieux bataillon coincé entre tous. Zeke, perché sur le mur, joue sa carte maîtresse, et c'est l'une des pires scènes de la série. Il hurle. Le cri du bestial, activé par son sang royal, transforme instantanément tout humain ayant bu son fluide spinal. Et on découvre alors que le vin servi depuis des semaines aux officiers de l'armée était contaminé. Des dizaines de soldats, des visages connus, des vétérans qu'on suit depuis des saisons, se changent en titans au milieu de leurs camarades. Le commandant qui a bu le vin se transforme face à sa propre garde.
Falco, qui en a bu par accident, se change en titan sous les yeux de Gabi et dévore dans la mêlée le porteur de la mâchoire venu le protéger, Porco Galliard, le rival de toujours de Reiner. Et savoure la boucle que la série referme ici, parce qu'elle court depuis la saison 2. Porco est le petit frère de Marcel, le 4e guerrier de l'expédition d'origine, celui que le titan errant Dimir a dévoré dans un champ, la nuit où elle est redevenue humaine. Porco a hérité de la mâchoire en dévorant Ymir à son retour à Marley, récupérant avec elle les souvenirs de son frère, et découvrant au passage que Marcel était mort en poussant Reiner hors de la gueule du monstre, et que Reiner le lui avait caché toute sa vie. Et maintenant, Porco meurt à son tour, volontairement, en s'offrant à la gueule de Falco pour le sauver de sa forme de titan, exactement comme son frère. La mâchoire passe de sacrifice en sacrifice, de frère en frère, et chaque bouche de cette série mange une histoire complète. Et Eren, le corps en lambeaux, à moitié décapité par un tir de Gabi, dans une course finale hallucinante, touche enfin la main tendue de son frère. Le contact les projette tous les deux hors du temps, dans les chemins, cette dimension de sable lumineux où convergent les âmes de tous les Eldiens, sous un arbre-monde de lumière. Et là, Zeke découvre 2 choses. La première, le roi fondateur veille, le serment pacifiste tient, Eren est enchaîné. La seconde, en traînant son petit frère à travers les souvenirs de leur père pour le déprogrammer, ça ne marche pas. Pire, en revisitant la nuit du massacre des Rice, Zeke assiste à une scène impossible. Grisha, hésitant, incapable de tuer des enfants, qui s'exécute finalement en pleurant, sur l'ordre de son propre fils. Eren, depuis le futur, à travers le pouvoir du titan d'attaque qui voit les souvenirs de ses porteurs passés et futurs, a manipulé son propre père cette nuit-là, pour que le massacre ait lieu. Le fils a écrit le père. La boucle temporelle la plus vertigineuse de la série se referme sous les yeux d'un Zeke en état de choc, pendant que Grisha, traversant le temps du regard, supplie son aîné d'arrêter ce que le cadet prépare. Trop tard. Dans les chemins, Eren rejette Zeke, et la série déroule enfin, pour lui et pour nous, l'histoire vraie de la fondatrice, celle qu'on te promet depuis le début. Il y a 2000 ans, Ymir n'était pas une déesse. C'était une petite esclave sans nom d'une tribu primitive, le genre d'enfant que personne ne regarde et que personne n'écoute. Un jour, un cochon s'échappe de l'enclos, quelqu'un accuse, tous les doigts d'esclaves se tournent vers elle, et le chef de la tribu, le roi Fritz, prononce sa sentence avec un sourire. Tu es libre, libre de courir, et on lâche les chasseurs. Retiens ces 3 mots, tu vas les réentendre. Traquée par les chiens dans la forêt, la gamine agonisante se réfugie dans le tronc d'un arbre gigantesque, tombe dans la source qui l'abrite, et là, dans l'eau noire, quelque chose l'attend. Une créature ancienne, un être luminescent à mi-chemin du mille-pattes et de la colonne vertébrale, qui se soude à son dos. Ymir ressort de l'arbre transformé en premier titan de l'histoire, une puissance capable de raser des armées. Et que fait-elle de ce pouvoir absolu ? Rien. Elle retourne chez son bourreau. Elle construit ses routes, laboure ses champs, gagne ses guerres, lui donne 3 filles, Maria, Rose et Sina, oui, exactement, comme les murs, et quand un assassin lui transperce le corps d'une lance, elle meurt sans se défendre, parce que personne, en 2000 ans, ne lui avait jamais dit qu'elle avait le droit de faire autre chose qu'obéir. Le roi fait alors dévorer son cadavre par ses propres filles pour conserver le pouvoir, et l'âme d'Ymir se réveille dans les chemins, hors du temps, où elle façonne du sable, seule, depuis 20 siècles, en attendant les ordres de la lignée de son maître. Voilà la vérité au sommet de tout l'univers. Les titans, les murs, les guerres, les empires. Tout repose sur une enfant maltraitée, qui n'a jamais cessé d'attendre qu'on la libère. Et Eren, face à elle, fait la seule chose que ni les rois ni les siècles n'avaient faite. Il la voit. Il lui dit qu'elle n'est ni une déesse ni une esclave, qu'elle a attendu quelqu'un pendant 2000 ans, et que c'est à elle de choisir. Tu es libre. Les 3 mêmes mots que son bourreau lui a jetés avant de lâcher les chiens, il y a 2000 ans. Sauf que cette fois, pour la première fois de toute l'histoire, quelqu'un les pense. Ymir sourit, et le monde bascule. Sur Terre, les murs de l'île entière se fissurent d'un coup. Des millions de titans colossaux, la muraille elle-même, se mettent en marche, et la voix d'Eren résonne simultanément dans la tête de chaque Eldien vivant. Tous les titans des murs vont marcher. Ils vont piétiner le monde jusqu'à effacer toute vie au-delà de cette île. Le grand terrassement. Le déluge promis par le vieux roi, déclenché pour de vrai, non pas en dissuasion, mais en extermination préventive de l'espèce humaine. Le gamin qui a juré sur un bateau de réfugiés d'exterminer tous ses ennemis jusqu'au dernier, a simplement, avec les années,
élargit la définition du mot ennemi au monde entier. La série tient la promesse de son titre de la manière la plus littérale possible. L'attaque des Titans, c'était ça. Le héros, c'était le titre. Le monstre final que l'histoire construisait depuis l'épisode 1, c'était Eren Yeager. Ce qui suit est la marche de l'apocalypse, et la série ne détourne pas la caméra. Les ports du continent submergés par des vagues de géants fumants, les foules qui fuient vers les montagnes, les forteresses écrasées comme des châteaux de sable. Et au milieu du carnage, la série te resserre le souvenir le plus cruel qu'elle ait en réserve. Des années plus tôt, lors d'une mission de reconnaissance sur le continent, Eren avait sauvé un petit pickpocket d'un camp de réfugiés. Un gamin nommé Ramsey l'avait porté sur ses épaules pendant une fête, avait ri avec lui autour d'un feu. Et ce soir-là, à l'écart, ses camarades l'avaient trouvé effondré en larmes, inconsolable, sans vouloir dire pourquoi. La saison finale te donne la réponse, en te montrant la marche du terrassement traverser ce même camp. Eren pleurait ce soir-là parce qu'il avait déjà vu, dans les souvenirs de son propre futur, ces titans écraser le gamin qu'il venait de sauver. Il a serré la main de sa future victime, il lui a fait la fête, et il a continué. C'est peut-être le résumé le plus honnête du personnage, un homme qui pleure sur ce qu'il va faire et qui le fait quand même. Un dernier discours d'un état-major marléen comprend, une seconde trop tard, qu'il a passé 100 ans à fabriquer exactement cette vengeance. Et sur l'île, l'impensable se produit. Les ennemis d'hier fusionnent. Mikasa, Armin, Jin, Connie, Levi mutilé par une explosion de Zeke mais debout, Hansi, et en face, Reiner, Annie sortie de son cristal, Pyke, Gabi, Falco, les enfants des murs et les enfants de Marley. Tous ceux qui restent forment une alliance de la dernière chance pour arrêter le garçon qu'ils aiment ou qu'ils haïssent et qui est en train de piétiner l'espèce humaine. Et cette alliance impossible se soude autour d'un feu de camp, dans la scène de vérité que la série devait depuis des années. Tu te souviens de Marco, le gentil absolu, retrouvé mort contre un mur de Trost, à moitié dévoré, sans témoin? Autour du feu, Reiner paye enfin cette dette. C'est lui. Marco les avait surpris, Bertholdt et lui, en pleine conversation de guerriers. Et Reiner a ordonné à Annie de lui retirer son équipement tridimensionnel. Puis ils l'ont laissé sur un toit, désarmé, face à un titan qui montait. Marco est mort en hurlant qu'on lui explique, en suppliant ses camarades de lui dire pourquoi, sans même comprendre de quoi il était coupable. Annie en a vomi. Reiner a rangé le souvenir dans le tiroir du guerrier. Et Jin, qui aimait Marco comme un frère, écoute la confession, se lève et passe Reiner à tabac sous les yeux de tous, sans que personne ne bouge, parce que tout le monde sait que c'est le prix, et que Reiner l'encaisse comme un dû. Puis Jin s'arrête et remonte à cheval, et l'alliance repart. C'est ça, la thèse de la dernière saison. On ne pardonne pas, on renonce juste à se venger, parce qu'il y a plus urgent. Le voyage vers la bataille coûte encore. Levi d'abord, qui gardait Zeke prisonnier en forêt, et que le prince déchu piège en déclenchant la foudre-lance plantée dans sa propre poitrine, un suicide-attentat qui déchiquette le visage et la main du soldat le plus fort de l'humanité. Zeke, lui, réduit en morceaux, est recousu à la vie par le pouvoir des chemins, dans le ventre d'un titan, preuve grandeur nature que la mort elle-même est devenue négociable pour le sang royal. Puis Hansi, commandant du bataillon, meurt en retenant seul une vague de colossaux pour couvrir le décollage de l'hydravion, et part rejoindre, dans une dernière vision, Erwin et tous les morts du bataillon, la plus belle scène d'adieu de la série. La bataille finale se joue à Fort Salta, dernier refuge du monde libre où le terrassement converge. L'Alliance intercepte Eren, devenu une abomination titanesque de plusieurs centaines de mètres, un squelette de côtes et de vertèbres traîné par des milliers de jambes, avec le bestial de Zeke greffé à l'échine. Le combat est dantesque et désespéré, et Eren y déploie une arme que personne n'avait anticipée. Par le pouvoir de la fondatrice, il ressuscite les anciens porteurs. Les titans primordiaux de toutes les époques, le marteau d'armes, les mâchoires et les bestiaux des générations passées, des guerriers morts depuis des siècles, se matérialisent en défenseurs de sa nuque, et l'Alliance se retrouve à combattre l'histoire entière d'Eldia en même temps que son ami. Levi, à moitié aveugle, décapite enfin Zeke, mais il faut raconter comment on le trouve, parce que c'est Armin qui débloque la fin. Aspiré dans les chemins au contact d'Eren, Armin y retrouve Zeke, assis dans le sable, ayant renoncé à tout, converti au nihilisme intégral. À quoi bon lutter puisque tout finit? Et Armin, au lieu d'argumenter, ramasse une feuille et se souvient à voix haute. Courir derrière une balle, un après-midi, pour rien. Zeke se fige. Lui aussi a ça. Des lancers de balles avec Monsieur Xaver, le vieux scientifique qui lui a servi de vrai père. Pas un accomplissement, pas une mission, juste un jeu, un après-midi. Et Zeke comprend, au bout du monde et de sa vie, que naître n'avait peut-être pas besoin d'un sens, qu'un lancer de balles suffisait. Il se lève, réveille les anciens porteurs contre Eren cette fois, sort de sa protection sur le champ de bataille et appelle Levi de sa propre voix pour se faire tuer,
honorant enfin la promesse que le soldat avait faite à Erwin. Levi tranche, en saluant mentalement son commandant. Et à l'instant où le sang royal s'éteint, partout sur la planète, le terrassement se fige, des millions de colossaux immobilisés en pleine enjambée. Mais la bête n'est pas morte. De la nuque tranchée du titan d'Eren s'extrait alors la chose la plus ancienne de l'histoire, la créature de la source, ce mille-pattes luminescent qui s'était soudé à Ymir il y a 2000 ans et qui rampe à travers le champ de bataille pour retrouver son hôte. Dans un dernier réflexe de survie, l'origine de tous les titans libère un gaz sur Force Alta, et tous les Eldiens présents se transforment. Jin, Connie, Gabi, les alliés de la dernière heure, changés en titans errants sous les yeux de Mikasa et Levi, le cauchemar originel rejoué une ultime fois sur les derniers survivants. Armin déclenche son colossal, Mikasa vole au cœur du monstre, et à l'intérieur, dans les chemins, la vérité intime de toute la série se dévoile enfin. Eren, face à Armin, dans un adieu hors du temps que les deux oublieront jusqu'à la fin, avoue tout. Il n'y avait pas de plan génial. Il a vu l'avenir dans les souvenirs du titan d'attaque, il s'est vu faire tout ça, et il a avancé vers cette image sans jamais trouver de sortie, en poussant ses amis loin de lui pour qu'ils deviennent, aux yeux du monde, les héros qui l'auront abattu. 80% de l'humanité piétinée pour offrir à son île une génération de répit et à ses amis une vie sauve. Pas un sauveur, pas un stratège, un gamin traumatisé coincé dans sa propre prophétie, qui dit à son meilleur ami, en pleurant comme un gosse, qu'il ne voulait pas mourir, qu'il voulait vivre avec eux, et qu'il faut pourtant que Mikasa le tue. Parce que c'est elle, et seulement elle, dont le choix pourra apaiser Ymir Fritz, l'esclave amoureuse qui attendait depuis 2000 ans de voir quelqu'un aimer et lâcher prise à la fois. Et c'est ce qui arrive. Mikasa, portée par Levi dans un dernier assaut, entre dans la bouche du titan d'Eren, trouve sa tête à la jonction de la nuque et fait la chose que sa vie entière lui interdisait. Elle tranche. Puis elle embrasse la tête coupée du garçon qu'elle a aimé depuis l'enfance, un baiser d'adieu, sous le regard apaisé d'Ymir Fritz, qui lâche enfin son pouvoir. Le pouvoir des titans s'éteint. Partout dans le monde, les colossaux du terrassement s'effondrent en squelettes de vapeur. Les Eldiens transformés redeviennent humains. Reiner, Annie, Pyke, Falco perdent leur titan. La malédiction d'Ymir se referme après 2000 ans. Et deux boucles intimes se referment avec elle. Connie d'abord. Sa mère, la femme titan allongée sur les ruines du village qui lui avait dit bon retour, redevient humaine. Et le fils qui avait failli, au plus noir de la dernière guerre, sacrifier Falco pour la nourrir et la sauver, folie dont Armin l'avait tirée en s'offrant lui-même en échange, la retrouve simplement vivante, assise dans un lit. Et Jin, Connie, Gabi, tous les titanisés de Force Alta reprennent forme humaine au milieu des squelettes fumants. Eren est mort. Le monde, ce qu'il en reste, est libre. Et Mikasa, assise sous l'arbre de leur enfance avec la tête d'Eren enveloppée dans son écharpe, voit se poser près d'elle un oiseau qui lui ajuste l'écharpe autour du cou, comme quelqu'un le faisait avant. Elle sourit à travers les larmes. « Merci de m'avoir enroulé cette écharpe, Eren. » Et le manga ajoute, dans ses toutes dernières pages, le détail qui achève tout le monde. Des années plus tard, Mikasa, vieillie, toujours fidèle à la tombe sous l'arbre, murmura « Plus tard, Eren ». Et l'oiseau repasse dans le ciel. Pas adieu, à plus tard. 10 ans de série, et le dernier mot est un rendez-vous. L'épilogue déroule alors le monde d'après, et c'est là que la série plante ses dernières banderilles. Historia, restée reine sur l'île pendant toute la guerre, élève l'enfant qu'elle a eu au pire moment de l'histoire, et son royaume choisit sa voie. Les ambassadeurs de l'Alliance, Armin en tête, reviennent vers Paradis en négociateurs de paix, héros ambigus d'un monde aux 4/5 détruit. L'île, elle, n'a pas retenu la leçon. Les années passent en accéléré et on voit Paradis dresser des statues d'Eren, armer sa jeunesse, cultiver le culte du sacrifice, exactement comme Marley avant elle. Mikasa vieillit près de la tombe d'Eren, sous leur arbre, et le tout dernier plan de l'œuvre saute des siècles. La ville née autour de la tombe grandit, prospère, devient une métropole de gratte-ciel, puis s'effondre dans une guerre en ruine. Et un jour, un gamin et son chien, errant dans la forêt repoussée sur les décombres, s'approchent d'un arbre gigantesque au tronc fendu, étrangement semblable à celui où tout a commencé pour Ymir Fritz, il y a des éternités. Le cycle ne s'est pas arrêté, il a juste changé de manège. La série qui a commencé par un gamin regardant un mur, se termine par un autre gamin regardant un arbre, et te laisse décider si c'est un avertissement ou une malédiction. Voilà pour les faits. Maintenant, 2 minutes sur ce que cette fin a déclenché. Parce qu'aucun final de la décennie n'a autant divisé. Le reproche des déçus tient en 3 lignes. Le garçon qui incarnait la rage de vivre finit en pantin d'une boucle temporelle. Son plan est un paradoxe qui se mord la queue, et la réplique d'Eren sur Mikasa dans l'adieu final, ce moment où le destructeur de l'humanité redevient un ado jaloux, a fait hurler la moitié du fandom au sabotage de personnages.
La défense, elle, répond que c'est précisément le propos. L'attaque des Titans n'a jamais été l'histoire d'un héros, c'est l'histoire d'un cycle. Chaque camp de la série, sans exception, a fabriqué le monstre qui l'a détruit. Marley a fabriqué Eren. Le premier roi a fabriqué l'île qui rêvait de sortir. Grisha a fabriqué Zeke, qui a fabriqué la déportation de Grisha, qui a fabriqué Eren, qui a fabriqué Grisha. La liberté, l'obsession du personnage principal, s'y révèle pour ce qu'elle est chez lui. Non pas un idéal, mais une pulsion. Celle d'un gamin qui n'a jamais supporté qu'on lui dise non, portée jusqu'à l'échelle d'un génocide. La série te demande, pendant 10 ans, d'avancer avec lui, de haïr avec lui, de rêver d'extermination avec lui, et elle te tend l'addition au dernier épisode. Voilà où ça mène. Et tu as applaudi jusqu'au bout du chemin. Peu d'œuvres grand public ont osé retourner leur propre public contre lui-même avec cette ampleur. C'est pour ça qu'on en parle encore. C'est pour ça qu'on en parlera dans 20 ans. Et prends la mesure du chemin parcouru, parce que c'est peut-être la plus grande prouesse de construction de l'animation moderne. Reviens au premier épisode. Un gamin, un mur, un monstre qui dépasse. Tout ce que la fin raconte était déjà là, planté, en germe. Le serment d'extermination sur le bateau, c'était le programme du terrassement, mot pour mot. Il suffisait d'élargir la cible. Le titan souriant, la première femme du père. La clé du sous-sol, elle pendait au cou du héros pendant 70 épisodes en te promettant une réponse que tu n'aurais jamais devinée. La série a fonctionné pendant 10 ans comme une machine à recontextualiser. Chaque saison réécrivait le sens de la précédente sans jamais la contredire. L'horreur devenait enquête, l'enquête devenait géopolitique, la géopolitique devenait tragédie. Et le spectateur relisait ses propres souvenirs de visionnage, comme Eren relisait ceux de son père. Même l'oiseau du dernier plan boucle la première image du premier épisode. Ces oiseaux qui passaient au-dessus du mur pendant que le titre s'affichait. La liberté, dans cette série, a toujours été ce qui vole au-dessus des murs. Et le seul personnage qui l'obtient vraiment est celui qui a cessé d'être humain pour ça. Quand le dernier épisode a été diffusé, en novembre 2023, 10 ans après le premier, des salles de fans du monde entier se sont réunies pour le regarder ensemble comme une finale de Coupe du Monde. Une série japonaise sur des géants cannibales était devenue, épisode après épisode, l'une des œuvres les plus regardées, les plus analysées et les plus disputées de la planète. Il y a un avant et un après. Et tous ceux qui ont suivi la diffusion en direct le savent. Et voilà, tu connais maintenant toute l'histoire de l'attaque des Titans. Du jour où le mur est tombé au gamin devant l'arbre, en passant par les 3 visages successifs d'une même série qui n'a jamais été celle qu'on croyait. Si ce récap t'a plu, abonne-toi, c'est gratuit. Et contrairement au bataillon d'exploration, on a un taux de survie excellent. Dis-nous en commentaire quel univers tu veux voir dans la prochaine boîte, on lit absolument tout. Et si t'en veux encore, le prochain récap t'attend déjà à l'écran. Allez, à très vite dans la boîte à récap.